Les grandes enquêtes internationales soulignent le relativement faible niveau des performances des élèves belges francophones pour des habiletés nécessaires à leur émancipation, comme la lecture. Elles pointent aussi le manque d'équité de certains systèmes éducatifs, dont la Belgique francophone. Pourtant, des démarches d'enseignement ont pu être évaluées et montrer leur capacité, lorsqu'elles sont mises en œuvre de manière adéquate et volontaire, à soutenir l'ensemble des élèves dans leurs apprentissages et à réduire les écarts entre les élèves les mieux et les moins bien nantis. Pour évoquer pourquoi il est nécessaire d'évaluer l'efficacité et l'équité des démarches d'enseignement et comment il est possible de faire cela, nous accueillons Steve Bissonnette. Bonjour. Bonjour. Donc Steve travaille à l'université TÉLUC et Marie Boquillon. Bonjour Marie. Bonjour. Qui travaille à l'université de Mons. Tous deux développent des recherches depuis longtemps déjà sur cette question. Ce café de l'INA, c'est dans la perspective des cafés numéro 3 et numéro 19 portant sur les études PISA et PEARLS. Alors, Steve, Marie, pourquoi évaluer l'efficacité d'une démarche d'enseignement? Je pense que la réponse la plus simple et probablement la plus importante, c'est pour s'assurer que les élèves apprennent. C'est-à-dire que ce qu'un enseignant désire lorsqu'il enseigne, c'est que la totalité de ses élèves fassent les apprentissages prévus. On doit absolument conscientiser que l'arrivée malheureuse de la COVID-19 a créé, et les études internationales l'ont très bien démontré, des retards importants du côté des élèves, et en particulier ceux pour qui l'école doit faire une différence, c'est-à-dire les élèves moyens, les élèves à risque et les élèves qui sont en difficulté. Donc, compte tenu de cette situation-là, il est urgent de mettre en place auprès de l'ensemble des élèves, bien sûr, mais particulièrement les élèves que je viens de nommer, les pratiques dont l'efficacité a été rigoureusement montrée pour s'assurer de favoriser l'apprentissage de tous les élèves, oui, mais en particulier de ceux qui ont pris du retard. Tout à fait. Et ce qu'on pourrait ajouter, c'est que justement, Steve parle des élèves pour qui on doit faire la différence. Et cette préoccupation finalement d'équité, elle était présente chez Bloom dès 1979, par exemple, quand il nous invitait à ne pas sélectionner les talents dans nos classes, c'est-à-dire juste travailler avec les meilleurs élèves, mais vraiment à développer les talents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, il est possible, et on peut le mesurer, ça c'est vraiment important, de regarder si une pratique est efficace dans une classe. C'est-à-dire, est-ce qu'elle permet d'augmenter la moyenne des résultats des élèves, mais pas uniquement. Est-ce qu'elle permet également de diminuer la variance entre leurs résultats et de diminuer également la corrélation entre leurs caractéristiques initiales, par exemple leur origine sociale, et leurs résultats. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et donc, pour Bloom, et c'est dans cette conception que l'on s'inscrit, pour Bloom, un enseignement efficace est également équitable et on doit mesurer si on parvient à cet objectif. Donc l'objectif, c'est de remettre en service l'ascenseur social qui est en panne dans différents systèmes éducatifs. Exact. Tout à fait. Mais comment on peut faire ça finalement, évaluer l'efficacité d'une démarche d'enseignement? Eh bien, il y a 2 chercheurs aux États-Unis qui ont proposé au début des années 90 de classer les différents écrits en éducation et pour être capable de sélectionner ceux qui sont les plus pertinents, effectivement, pour être en mesure de mesurer l'efficacité d'une pratique d'enseignement. Les 2 chercheurs sont Ellis et Fouts, et ces gens-là ont proposé une classification en 3 niveaux. Mais avant de décrire rapidement chacun de ces niveaux-là, c'est important de savoir que des textes ou des publications qui sont des opinions, des avis de monsieur ou de madame un tel ou une telle n'entrent pas dans cette catégorie-là, pas plus que les témoignages de personnes ou des histoires qui sont peut-être plutôt anecdotiques. On a besoin d'avoir des études menées avec un chercheur qui se retrouve dans une classe avec des élèves et
un enseignant pour soit observer quelque chose, soit mettre en place une pratique, mais ces 3 ingrédients-là sont importants. Donc, le premier niveau de recherche, c'est ce qu'on appelle les recherches descriptives, et c'est la grande majorité des recherches qu'on retrouve généralement en sciences de l'éducation. C'est-à-dire qu'un chercheur va en classe et à la suite de ses observations ou de ses expérimentations, il va nous décrire un phénomène. C'est la raison pour laquelle on l'appelle une recherche descriptive. Bien que ce type de recherche-là soit intéressant, il ne peut pas nous permettre de mesurer une efficacité parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle d'expérimentation avec un groupe qui utilise une pratique A et un groupe de comparaison, qu'on appelle un groupe contrôle, qui poursuit son enseignement usuel. Seulement ce type de recherche-là nous permet de discriminer entre 2 pratiques, et dans certaines études, on peut avoir même plus que 2 pratiques, laquelle ou lesquelles permettent d'améliorer le rendement des élèves. Donc, au 2e niveau d'Ellis and Fouts, on retrouve ce qu'on appelle des recherches expérimentales ou quasi-expérimentales, qui sont généralement réalisées à plus petite échelle. Et au 3e palier, on se retrouve avec le même type de recherche, mais au lieu de réaliser le tout avec 2, 3 groupes, on va essayer d'avoir une population beaucoup plus large, donc variée. Donc, on essaie d'avoir une généralisation des résultats qui ont été obtenus à petite échelle à partir d'études qui sont réalisées à grande échelle. Et on peut même avoir ultérieurement des méta-analyses, c'est-à-dire des synthèses quantitatives de recherche expérimentale réalisées soit à petite ou à grande échelle. Et on a même maintenant ce qu'on appelle des méga-analyses, c'est-à-dire une synthèse de méta-analyse pour être capable de voir quelles sont les grandes tendances que l'on observe. Donc, à partir du moment où on est préoccupé par l'efficacité, pour être capable de faire les meilleurs choix, on a absolument besoin d'avoir des études où on compare des choses et qu'on compare rigoureusement pour être capable d'identifier là où les pratiques sont les plus susceptibles de faire apprendre les élèves. Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est de s'assurer que ce que l'on observe comme résultat est bien lié à la démarche d'enseignement et pas à d'autres facteurs en fait, qui pourraient être autour. Et donc, quand tu dis que les anecdotes, par exemple, ne suffisent pas pour s'assurer de l'efficacité, j'imagine que c'est pour ça aussi. En fait. Oui, oui, tout à fait. En fait, si les gens ont l'occasion d'aller lire une des dernières recherches de Pascal Bressou, à l'Académie de Grenoble, avait réalisé une étude expérimentale pour l'enseignement des mathématiques avec un groupe d'enseignants qui utilisait l'application Scratch, un groupe d'enseignants qui continuait son enseignement usuel avec des mesures avant l'intervention, des mesures après l'intervention. Et les chercheurs ont eu la bonne idée de demander à ceux qui expérimentaient l'application comment les gens trouvaient le tout. Et les commentaires étaient globalement extrêmement positifs. Donc, si la recherche s'était appuyée sur ce qu'on pourrait appeler le point de vue des acteurs, la pratique aurait été proposée et généralisée dans l'ensemble de l'académie. Or, les résultats ont montré que l'application amène des résultats négatifs. Donc, les groupes de comparaison ont mieux fait que les groupes expérimentaux, où pourtant les acteurs racontaient ne voir que des aspects positifs. Donc, le point de vue des acteurs peut être intéressant, mais on peut faire face à ce qu'on appelle des biais de confirmation. Franck Ramu a très bien documenté ce genre de problématique-là. Donc, le point de vue des acteurs, il ne peut pas, à lui seul, être utilisé pour répondre à des questions d'efficacité. Il peut être intéressant de l'avoir, mais il ne peut pas, en aucun cas, être utilisé pour déterminer l'efficacité d'une pratique. Il nous permet de comprendre le ressenti, finalement, des personnes impliquées. Ouais. Ce qu'on pourrait ajouter à ça, c'est qu'il est important d'informer et de former les enseignants à cette démarche d'analyse critique, finalement, que Steve vient de nous présenter à l'aide de la taxonomie d'Ellis and Fouts. Par exemple, dans le prochain ouvrage qui va paraître, que j'ai rédigé avec 3 collègues, nous proposons une démarche d'analyse critique à partir de taxonomies telles que celle d'Ellis and Fouts, que nous enrichissons à partir des travaux de Baillargeon et de Willingham, par exemple, pour aider les enseignants à se poser des questions critiques sur les propositions pédagogiques qui leur sont faites.
C'est fort important parce que les enseignants sont confrontés chaque jour à une multitude d'informations de qualité variable. Ils voient toutes sortes de choses, par exemple sur les réseaux sociaux, sur Internet, des ouvrages qui parfois ne reposent uniquement que sur des opinions d'auteurs. C'est intéressant, mais ce n'est pas une preuve d'efficacité au sens où Steve nous l'a présenté. Et parfois même, ils reçoivent des injonctions, des demandes, par exemple, d'inspecteurs ou d'autres cadres qui ne sont pas forcément fondés sur des données probantes, qui peuvent reposer sur des éléments certes intéressants, mais qui ne sont pas efficaces au sens où Steve l'a présenté. Donc c'est important de permettre aux enseignants d'avoir ce regard critique et de se poser des questions sur la pédagogie. Ça l'est encore plus finalement dans notre contexte en Belgique francophone où règne finalement la liberté pédagogique inscrite dans notre Constitution. Alors cette liberté, elle est fort importante, mais elle peut amener certaines dérives quand justement on emploie certaines stratégies qui ne sont pas, voire peu efficaces, alors qu'on a maintenant depuis près de 50 ans des preuves en faveur de certains gestes professionnels efficaces, à la fois de gestion des apprentissages et de gestion de classe. Et donc si on veut s'inscrire dans la vision de Bloom que j'expliquais tout à l'heure et favoriser l'équité de nos élèves, on doit porter un regard critique sur tout ça et choisir les meilleures stratégies et bien sûr les adapter à notre contexte et continuer à se poser des questions quand on les met en œuvre. Mais il faut au niveau du choix pédagogique, je pense, mieux outiller les enseignants. C'est tout à fait vrai, parce qu'on pourrait aussi, on entend souvent parler par exemple des neuromythes. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à l'utilisation de ces neuromythes en éducation? C'est-à-dire que malheureusement, dans plusieurs établissements universitaires, certains de ces neuromythes-là sont encore enseignés, là. Les styles d'apprentissage, les intelligences multiples, Brain Gym, il y en a une tonne. Le problème, c'est que lorsqu'on présente ce genre de théorie-là à des enseignants en leur recommandant de l'utiliser, imaginons l'enseignant qui écoute attentivement et qui décide de mettre en place ce qui lui a été proposé et qu'il vit à ce moment-là de l'insuccès, parce que les preuves ne sont pas au rendez-vous. Donc, c'est tout à fait normal que l'enseignant vive de l'insuccès. Quel est le danger? C'est que l'enseignant commence à se questionner sur sa propre compétence. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je le fais de la bonne façon? Et certains même pourraient dire, je pense que finalement, peut-être que je ne suis pas fait pour l'enseignement et je devrais peut-être faire autre chose. Il y a un danger important actuellement à présenter aux enseignants des pratiques dont l'efficacité n'a pas été montrée, compte tenu du contexte que j'ai décrit précédemment. Les retards scolaires sont importants. Donc, imaginez si on donne aux gens, malheureusement, des interventions dont l'efficacité, au mieux, est douteuse et parfois, elle a été invalidée. Mais le danger, c'est de perdre nos enseignants. Et la pénurie actuelle, en tout cas que nous, on vit au Canada et qui semble être présente aussi dans bon nombre de pays, je pense qu'il y a non seulement une urgence pour mettre en place auprès des enseignants des pratiques qui vont favoriser l'apprentissage des élèves, mais de leur donner à eux les meilleurs outils pour être capables d'exercer leur boulot, là. Alors, on s'est focalisé sur les recherches qui permettent d'évaluer l'efficacité des apprentissages, et on en a souligné la pertinence. Maintenant, j'aimerais savoir aussi, finalement, tous les autres types de recherches, à quoi ils servent, est-ce qu'ils sont utiles? La réponse est oui, mais tout dépend de la question qui est posée. Par exemple, chez nous, je viens de l'énoncer, on assiste à une pénurie. Pour être capable d'avoir une compréhension du phénomène, on doit réaliser une recherche descriptive. On ne mettra pas en place une recherche expérimentale pour comprendre la pénurie des enseignants. On va mettre en place une recherche qui va nous décrire la situation, qui peut même nous faire des projections dans les années à venir chez ceux qui vont quitter la profession pour la retraite, le nombre d'admissions d'étudiants dans les différentes universités pour qu'on soit capable d'avoir un portrait très clair. Ce type de recherche-là est nécessaire pour ce type de questions-là. Mais par exemple, on n'utilisera pas une recherche descriptive pour être capable de savoir quels sont les meilleurs programmes d'insertion
professionnels des enseignants. Quels sont ceux qui permettent aux enseignants non seulement de commencer dans la profession, mais durer après un certain temps. Là, on a besoin d'avoir des recherches expérimentales. Donc, moi, je crois qu'il faut bien conscientiser que la question qui se pose quand on veut comprendre un phénomène, mesurer une efficacité, c'est la question qu'on pose qui oriente le type de recherche qui va être utilisé et non pas une préférence pour le type de recherche A ou B. C'est pas comme ça qu'une recherche rigoureuse et sérieuse se mène. Là. Tout à fait. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que il est également important, mais encore une fois, tout dépend de la question de recherche, mais il est également important de pouvoir décrire des phénomènes et de s'intéresser au point de vue des acteurs. Par exemple, avec mes collègues, nous menons beaucoup de recherches sur les pratiques effectives et déclarées des enseignants. Ce n'est pas des recherches expérimentales, ce sont des recherches basées sur des observations et des entretiens, mais ça nous permet de mieux connaître, mieux comprendre les pratiques des acteurs et comment ils vivent, comment ils ressentent certaines choses, quelles sont leurs difficultés. Par exemple, on sait que la gestion de classe est une difficulté majeure des enseignants novices, mais aussi expérimentés. Et c'est intéressant d'aller un petit peu observer ce phénomène, s'intéresser au point de vue des acteurs et essayer comme ça de décrire les choses le plus objectivement possible pour ensuite, si possible, proposer des pistes d'amélioration, des solutions, des pistes de réflexion pour améliorer les choses. Bien, merci Steve, merci Marie pour vos éclaircissements. On comprend bien finalement la raison pour laquelle il est important d'évaluer l'efficacité de démarches d'enseignement, notamment pour des raisons d'équité finalement, et aussi de rétention des enseignants, parce qu'on a besoin de les outiller. L'importance finalement de faire le tri dans les recherches, alors pas dans l'idée d'en garder certaines pour en jeter d'autres, mais bien pour identifier le lien entre la méthodologie, la question de recherche, donc qu'est-ce que l'on cherche vraiment, et d'outiller aussi les enseignants à cette analyse critique de la recherche pour qu'ils puissent aussi, eux, identifier quelles sont les démarches d'enseignement qui pourront répondre à leurs objectifs pédagogiques, à leurs besoins comme enseignants. Voilà. Je pense que là, vous avez apporté beaucoup d'éléments très intéressants tout en montrant l'intérêt des différents types de recherche. Alors, les auditeurs qui seraient intéressés de découvrir finalement une stratégie qui repose sur des données probantes, dont l'efficacité et l'équité, comme on l'expliquait précédemment, a été démontrée par un très grand nombre de recherches, peuvent se référer aux deux livres qui s'affichent à l'écran. Alors, le premier est celui de Steve Bissonnette et Claire Montgauthier, et le deuxième est celui que Marie Boquillon a eu l'occasion de rédiger avec moi-même et deux collègues.